Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Je suis vraiment très content de vous retrouver en ce début septembre. J'ai pris le temps après les vlogs d'août de me reposer. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo car j'en ai posté une trentaine durant le mois d'août. Maintenant que septembre est venu, je vais reprendre mon rythme de croisière qui est de au minimum une vidéo par semaine, le samedi ou le dimanche. Pour ce qui est des autres informations, il y a toujours le podcast Demi-Molle avec Momotte que j'anime de façon bimensuelle. Le podcast est posté un dimanche sur deux aux alentours de midi. On aborde différents thèmes, différents sujets. C'est très chill, une discussion entre Momotte et moi sur un sujet que l'on a choisi. Quoi d'autre de nouveau cette année? J'ai ouvert un Ko-fi. Ko-fi, c'est une plateforme de soutien pour les créateurs de contenu, en gros. Vous pouvez soit me donner un petit pourboire de 1, 2, 3, 4, 5 euros, le montant que vous le souhaitez, ou alors vous abonner mensuellement. Si vous vous abonnez mensuellement, il y a quelques contreparties en échange. Pour ce qui est des abonnements, c'est pareil, c'est entre 3 et 5 euros par mois. Il y a deux types d'abonnements, c'est au choix. Je vous le glisse par-ci, par-là, ici. Et vous en faites ce que vous voulez de cette info. C'est pas pour vous forcer la main, c'est juste que j'en ai parlé dans les vlogs et donc probablement que tout le monde ne l'a pas vu. En parlant de choses qui n'ont pas été vues parce que ça s'est passé dans les vlogs, j'ai fait beaucoup de lectures en dehors de la rentrée littéraire durant tout l'été. Et donc dans cette vidéo, je vais vous récapituler toutes mes lectures de l'été, vous faire un petit point lecture un peu rapide parce que ce sont des lectures que j'ai déjà parlé, donc pour ceux qui regardaient les vlogs, ça risque d'être redondant. Donc je vais faire ça de façon rapide, claire, nette et efficace pour faire un petit retour en douceur dans ces vidéos hebdomadaires. Peut-être que vous venez ici parce que vous m'avez découvert en lisant l'Union à Reims. Oui, j'ai eu ma photo dans l'Union, je vous mets une photo ici. Ma tête est apparue dans le journal local, donc il y a eu quand même un petit pic d'abonnement juste après l'article. Donc peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Si c'est le cas, bienvenue, asseyez-vous, écoutez ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous venez depuis l'Union, si vous êtes un nouvel abonné. J'ai commencé les vlogs d'août en vous parlant de L'Annulaire de Yoko Ogawa, qui est un roman court, une nouvelle plutôt fantastique. C'était très sympa, c'est un peu un roman d'ambiance, on va dire, dans lequel une jeune femme va travailler pour un vieil homme dans un laboratoire de souvenirs. C'est un vieil homme qui est taxidermiste de souvenirs. On lui apporte un objet et il fige le souvenir dans le temps. Ça fait à peine 100 pages, c'était très sympa, j'ai plutôt bien aimé, ça se lit très très bien. L'ambiance de Yoko Ogawa est toujours très précise, en quelques pages, quelques lignes, car ce sont des romans très courts, on arrive à être plongé dans cette ambiance et cet univers. J'ai apprécié, je suis pas sûr qu'il m'en restera grand chose par la suite, mais vous voyez là ça fait déjà un mois et je me rappelle encore précisément des événements et même de la fin du bouquin, ce qui est assez rare pour le mentionner. J'ai lu également L'Armée fantoche de Claire Duvivier, qui est le dernier roman de la série de la Tour de Garde, donc c'est une série en 6 volumes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que c'était grandiose, c'était magique. La Tour de Garde fait partie maintenant de mes indispensables, de mes essentiels de la fantaisie française, mais plus largement de la fantaisie. J'ai vraiment vibré au long de ces 6 tomes, tout au long de ces 6 tomes. J'ai autant apprécié le Nord que le Sud, malgré un début un peu plus compliqué avec Capitale du Nord. Cette fin, L'Armée fantoche, m'a vraiment réconcilié avec tous les personnages, avec l'écriture de Claire Duvivier, avec son engagement politique, militant, tout en continuant sa narration, son intrigue qui avance. C'est vraiment un tour de force. J'ai très très envie d'ailleurs de lire le nouveau roman de Guillaume Chamanadjian qui est publié ou qui va être publié là aux Forges de Vulcain à l'automne. Ça me tente beaucoup, mais en tout cas, la série La Tour de Garde, je ne peux, et je vous la recommande déjà depuis 3 ans, et je ne peux que continuer à vous la recommander. En parlant de trilogie, cet été, j'ai également terminé L'Homme au chapeau rouge de Hervé Guibert, qui est la trilogie de la maladie. C'est une trilogie écrite par l'auteur quand il se sait atteint du sida. Je crois d'ailleurs que L'Homme au chapeau rouge est publié à titre posthume, que l'auteur était déjà décédé quand ce texte est publié. Chronologiquement, ça suit un peu les 2 premiers tomes, donc À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie et... je sais plus le nom du 2e tome. Enfin bref, c'est de l'autofiction, c'est Hervé Guibert qui raconte sa maladie, mais qui dans ce dernier tome se réinvente un peu, qu'il se mélange un peu avec de la fiction, qui crée une petite histoire, une petite intrigue autour du marché de l'art, de la valeur d'un tableau, des faussaires, du faux dans l'art. Et à travers ce sujet qui est un peu... qui peut prêter à confusion, ben on est aussi... En fait, le fond se mêle à la forme parce que la forme, c'est de l'autofiction, on ne sait pas trop ce que nous raconte l'auteur, si c'est vrai ou si c'est faux, s'il parle de lui, de sa maladie, ou alors d'un autre homme, d'un critique d'art, et pareil pour les tableaux dont il est question dans le texte. Donc, le mélange fond-forme était intéressant, côté divertissement, ou en tout cas intérêt pour ce roman, un peu moins. J'ai un peu moins aimé que les 2 premiers tomes, en tout cas que les 2 autres romans de cette trilogie de la maladie. Une amie qui était en vacances à l'île de Ré m'a ramené Mystère en Ré, qui est un ouvrage écrit par plusieurs auteurs. Je crois qu'ils sont au nombre de
8 ou 9. Ils sont au nombre de 8, c'est un roman rural on va dire, hein. La maison d'édition ça s'appelle Le Geste Noir et le titre c'est L'inconnu de l'Estran. C'est un petit roman policier, franchement ça casse pas trois pattes à canard, c'est très facile à lire, ça fait 150 pages, vous voyez, c'est très court. En gros, un homme est repêché le long de la mer ou d'un fleuve, non, le long de la mer, sur la côte, quoi, par un couple de paysans. Et on n'a aucune info sur ce mec, on sait pas qui c'est l'inconnu de l'Estran. Et en fait, chaque chapitre, c'est le point de vue d'un personnage, parce que les deux personnes qui retrouvent l'inconnu vont l'emmener chez le prêtre, vont l'emmener chez le maire, vont l'emmener chez l'instituteur. Et les 8 auteurs ont campé chacun la position d'un des personnages. Donc chaque chapitre a été écrit. C'est un peu, ça s'appelle l'atelier des écrivains. C'est un peu un exercice, hein. En fait, c'est un collectif d'auteurs qui a rédigé ce roman le temps d'un week-end. Donc voilà, très sympa à lire. Je me rappellerai pas pendant 20 ans. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement génial ou ouf, mais divertissant pour une matinée à lire quelque chose sans se prendre la tête. J'irai pas jusqu'à vous dire achetez-le et lisez-le à tout prix parce que c'est pas non plus révolutionnaire. Au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus, enfin bref, au cabinet de lecture cet été, nous avons lu L'incivilité, ça devait être au mois d'août, L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon qui m'a été offert par Mathilde, si mes souvenirs sont bons, merci à toi Mathilde. J'ai franchement plutôt apprécié, j'avais beaucoup de réticence parce que quand on parle de Rivers Solomon, c'est quelqu'un d'assez clivant. Certaines personnes ont adoré Les Abysses, d'autres l'ont cordialement détesté ou en tout cas arrêté à mi-chemin ou DNF, enfin voilà tout ce que vous voulez. On m'avait prévenu que l'écriture pouvait être un peu rebutante, très froide, donc j'y allais pas avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, d'autant plus que quand je l'ai reçu, je m'étais pas rendu compte, mais quand même qu'il fait 500 pages, c'est en poche, c'est quand même un gros livre, et je m'étais dit, waouh, est-ce que ça va me plaire? Je suis pas particulièrement fan de la science-fiction, je suis pas particulièrement fan des gros romans, et finalement, j'ai été, mais archi pris dedans. Au niveau de l'écriture, j'ai pas trouvé ça particulièrement froid, particulièrement dur à lire. J'ai trouvé que c'était même hyper fluide, hyper direct, que les péripéties, les actions s'enchaînaient assez rapidement, peut-être un peu trop d'ailleurs, un peu facilement. Enfin, il y a vraiment de l'action du début à la fin. Et c'est un roman de science-fiction classique avec un schéma narratif hyper classique. La Terre est complètement inhabitable et donc du coup, un vaisseau spatial regroupe une grande partie de l'humanité et dérive dans le ciel à la recherche d'une nouvelle planète habitable depuis plusieurs siècles. Donc on est à bord de ce vaisseau, l'Arche, qui est un vaisseau qui est régi par des règles très dures, avec un régime, je crois que c'est un empire, ou en tout cas un régime très dictatorial, avec des castes en fonction de si on est haut ou pas dans le vaisseau, bah on a une importance culturelle et politique de pouvoir faible ou forte, quoi. C'est par ordre alphabétique, donc en gros les Z sont des moins que rien et les A sont les meilleurs, sauf que une jeune femme, je crois que c'est une jeune femme, merde j'ai un doute. J'ai un doute parce que c'est un roman qui est très novateur, vous voyez, malgré ce schéma narratif très classique, dans les personnages qu'il invoque et dans les réflexions sur le genre, sur l'identité, sur la couleur de peau, la race, c'est un roman qui, lui, pour le coup, est très novateur et très contemporain. Donc c'est ça qui m'a plu, c'est le mélange de ces deux genres, de ces deux tons adoptés, un ton hyper classique avec des actions, des péripéties que l'on voit assez régulièrement, et à côté de ça, une prise de parole, une prise de position politique qui, elle, est beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus fraîche que ce qu'on a l'habitude de voir dans les classiques de la science-fiction. J'ai beaucoup aimé, et vous voyez par exemple, je ne me rappelle plus vraiment de la fin, je me rappelle très bien, mais de certains dénouements, j'ai des doutes, et pareil, sur le personnage, j'ai un gros doute si c'est un personnage non binaire. Je crois que c'est un personnage non binaire, mais il faudrait que je me remémore le truc. Ah, ça m'énerve de plus savoir, vous voyez, c'est un peu chiant. Mais en bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu ça en 2-3 jours, je pensais que j'allais pagayer, pédaler, ramer dans la semoule, non, pédaler dans la semoule, ramer, bref, en tout cas, ça m'a pris, c'était prenant, j'ai rigolé à certains moments, j'ai pas adoré le personnage principal, Aster, mais j'ai adoré le second protagoniste qui est un chirurgien. C'est quelqu'un de la haute société qui prend sous son aile ce personnage principal qui lui est de plus basse extraction. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, il y a des secrets à découvrir, des enquêtes à mener. C'était un délice selon moi. Ensuite cet été je me suis acheté et j'ai lu une BD que j'ai beaucoup aimée de Elodie Font et Carole Morel qui s'appelle Coming In. C'est
publié chez Payot Graphique. C'est une BD qui est déjà très très belle, je trouve, dans les couleurs qu'elle invoque et dans le trait de dessin. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Les couleurs suivent les pensées du personnage principal en fonction de si elle est en période dépressive ou en période beaucoup plus gaie. On passe du noir et blanc aux couleurs. Coming In, c'est un roman autobiographique, c'est une BD autobiographique de Élodie Font, dans laquelle elle nous raconte comment elle a assumé son homosexualité, comment elle a réussi à l'accepter, car elle avait beaucoup de mal à accepter son homosexualité. En fait, cette homosexualité lui a été révélée par les autres, par son entourage, chose qu'il ne faut pas faire si jamais vous aviez des doutes. En gros, depuis qu'elle est toute petite, il y a plein de gens dans son entourage, ses copines, sa famille, qui lui disent « mais t'es lesbienne, enfin t'as une dégaine de lesbienne, t'as des attitudes de lesbienne », enfin voilà. Toute sa vie, on lui a dit « t'es lesbienne ». Et elle, un peu par esprit de contradiction, mais aussi probablement parce que c'est quelque chose qui l'effrayait, elle s'est refusée d'être lesbienne. Elle est sortie avec des hommes assez tard, hein, en plus, même en étant jeune adulte. Elle a eu des relations sexuelles avec des hommes, jusqu'à temps qu'elle se rende compte que, oui, bah finalement, si, elle est bien lesbienne. Et elle aime les femmes, etc. Et donc, c'est tout ce parcours d'acceptation, d'internalisation, qui est mis en trait par Carole Morel et en texte par Élodie Font, que j'ai adoré. Ça m'a fait pleurer à un passage particulier. Il y a beaucoup de planches qui ont trait à la dépression. C'est pas très violent, mais si vous êtes sensible à tout ce qui est épisode dépressif ou même suicide, peut-être évitez cette BD pour un moment. En tout cas, tant que vous n'allez pas très bien, passez votre chemin, car c'est quand même un sujet qui... En fait, c'est quelque chose par lequel elle est passée pour accepter son homosexualité, tout comme elle est passée par aussi une certaine homophobie, un dégoût des lesbiennes, un dégoût des femmes, parce qu'elle ne voulait pas se reconnaître en elle, alors qu'au final, elle se dit lesbienne à la fin du texte. Donc, une excellente BD que je vous recommande grandement, à tout âge, à tout moment. Enfin, peut-être pas trop jeune, vu que je vous dis, il y a quand même des passages un peu violents, mais si ça vous intéresse de savoir comment ce processus d'homophobie de la part de personnes homosexuelles peut prendre place, j'ai trouvé que c'était très fort et c'est quelque chose par lequel de nombreux homosexuels passent. Moi-même, à un moment, j'ai pas été homophobe, mais j'ai eu des remarques sûrement déplacées sur des personnes homosexuelles en disant il en fait trop, il est dans l'exubérance. Et bah vous voyez, là c'est pareil avec les lesbiennes, elle dit non mais elle est trop masculine, elle en fait trop, on veut pas le voir. Et c'est exactement moi dans un sens inverse, envers des hommes que je trouvais peut-être trop féminins ou trop exubérants. Maintenant il n'y a qu'à voir la bête. C'est quelque chose qui est bien passé et chacun fait bien comme il veut pour vivre son identité, son genre, sa sexualité. Cet été, j'ai également découvert la plume de Cookie Muller avec Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir qui m'a été offert par Isabelle du compte Instagram La Pause Cahier. Merci à toi Isabelle d'ailleurs. Cookie Muller, je ne sais pas d'où me vient cette obsession. J'ai dû voir quelqu'un en parler ou en entendre parler quelque part, mais je suis sûr que c'est pas venu de moi-même parce que j'ai jamais vu ces bouquins en librairie. C'est pas anodin. Je sais pas comment c'est arrivé entre mes mains, dans ma tête en tout cas. Et pour le coup, c'était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et Isabelle l'a vu dans ma wishlist et donc elle me l'a acheté. Et elle me l'a offert pour mon anniversaire, hein, plutôt. Et j'ai adoré. En fait, c'est un peu dans la même vibe que Patti Smith. C'est un roman, enfin des courts textes, des chapitres autobiographiques de Cookie Muller dans les années 70-80, entre New York et San Francisco, dans un milieu assez underground, très ouvert, très violent, très dur, notamment pour les femmes. Il y a beaucoup de questions de viol, de viol justement par soumission chimique d'ailleurs. Et c'est marrant, enfin c'est marrant. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler avec le procès Mazan actuellement et c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau et pas anodin parce que bah voilà, dans cette période où la drogue coulait à flot dans certains milieux, il y a eu énormément de viols et même si Cookie Muller le raconte, je veux pas le dire presque avec légèreté, mais elle n'adopte pas un ton hyper grave quand elle parle de ses propres viols. On sent quand même que c'est quelque chose qui était récurrent et qui l'a sûrement bousillée et tuée parce qu'elle est jeune, elle est morte très jeune du sida. Et voilà, donc j'ai quand même, mis à part ce côté viol, voilà, hein, qui est très violent, très dur, j'ai trouvé que c'était un roman qui était, enfin, des textes qui étaient très drôles et très poétiques. C'est une comédie de la nuit, parce que c'est un roman qui se passe dans le noir, vous voyez, on est soit dans des caves, soit dans des nuits sans fin de fêtes. Donc c'est une comédie de la nuit qui est aussi belle que touchante que drôle.
J'ai très hâte de lire. Je crois qu'il n'y a eu que 2 ou 3 textes de l'autrice qui ont été publiés. Effectivement, en tout cas, il n'y en a que 2 de répertoriés au début. J'ai le deuxième qui s'appelle Comme une version arty de la réunion de couture, qui je crois est un peu dans la même veine. Des courts textes, des courts chapitres qui racontent des épisodes de la vie de Cookie Muller, qui se découvre autrice alors que elle est actrice principalement. Elle joue dans les films de John Waters, voilà, de John Waters avec par exemple Divine, la célèbre drag queen Divine. Donc elle a bien fait de se découvrir autrice, même si à cause de son décès très jeune, elle nous a livré que 2 ou 3 textes. Ce sont des textes que je trouve délicieux et que j'ai adoré. Un peu dans la même veine que Mystère en Ré, j'ai lu un petit thriller domestique qui s'appelle Parasite de Ben Winters, que j'ai chez 10-18 mais qui a été publié chez Sonatine. C'est Laure qui me l'a offert pour mon anniversaire et je la remercie. Je sais pas si on voit qu'en surbrillance, il y a des petites punaises de lit sur ce roman. C'est donc pour cela que Laure me l'a offert, car c'est un roman, un thriller psychologique, domestique psychologique, qui parle de punaises de lit. Le personnage principal, une femme qui habite avec son mari et leur jeune enfant, emménage dans une nouvelle maison à Brooklyn, il me semble. Et en fait, elle est persuadée qu'il y a des punaises de lit et ça vient l'obséder totalement. Elle voit des punaises de lit partout, elle est persuadée qu'il y en a. Et évidemment, ça tourne un peu au vinaigre. Je vous raconte pas trop de détails car ça fait que 300 pages et ça se lit hyper vite. Moi, je l'ai lu un matin chez mes parents, presque d'une traite. Je l'ai commencé peut-être à 8h, je l'ai terminé à midi. J'étais totalement pris dedans. C'est efficace. Est-ce que c'est vraisemblable? Non, pas du tout. C'est un thriller en même temps. Hein. Il y a peut-être des thrillers, oui, qui sont proches de la réalité. Celui-ci, le dénouement est vraiment très éloigné. Enfin, c'est pas fantastique, c'est pas surréaliste, c'est pas voilà, mais c'est quelque chose qui aurait quand même très peu de chances de se passer dans la vie réelle. Ça part presque un peu en ésotérisme même à un moment avec un ouvrage imaginaire qui est mentionné dans ce texte. Donc voilà, c'est très sympa pour se divertir, mais pareil, il ne me restera pas grand-chose à part une scène de fin vraiment loufoque, grandiloquente avec le dénouement de l'histoire. Si vous êtes fan du genre ou si vous avez envie d'une lecture de plage vraiment pas prise de tête, et franchement celui-là il est parfait, même si bon, on est le 15 septembre, alors les lectures de plage on les range, sauf si vous êtes si vous faites partie des chanceux qui partent en vacances au mois de septembre. Et je vous envie grandement parce que là, on est le 14 à l'heure actuelle et il fait très froid. Ensuite, j'ai lu Maïkan de Michel Jean. Je devais le lire depuis très longtemps. Je l'avais acheté après avoir lorgné dessus pendant un moment. Enfin, j'avais surtout lorgné sur l'auteur Michel Jean, qui est un auteur québécois dont le grand-père était Innu, de la communauté Innu. Et donc, 3 de ses romans sont sortis, je crois, en France. Enfin, 3 de ses romans ont eu beaucoup de succès en France. Il en a écrit beaucoup plus, mais nous, on a eu le droit à Koukoum, Maïkan et un autre... qui n'est pas mentionné ici car il vient de sortir, qui est très récent. Bref, moi je me suis procuré Maïkan qui raconte l'histoire. En fait, c'est une histoire que je connais déjà car je l'ai lue à l'époque où je lisais des Franck Tillier. Il y avait une histoire de Franck Tillier, je crois que c'est dans sa série avec Lucie Hennebel et Franck Charcot, je pense que c'est dans le Syndrome E, qui mentionne cet événement de l'histoire québécoise. C'est l'histoire des pensionnats qui ont été construits dans les années 50 au nord du Québec et du Canada. Il y a eu une 50aine d'établissements dans tout le Canada. Et ces pensionnats étaient menés, dirigés par des curés, des bonnes sœurs, enfin des religieux, et dans lequel on enfermait pendant une année entière, si ce n'est plus, des jeunes enfants issus des communautés Innu. On allait les chercher dans leur communauté, on les enlevait à leurs parents et on leur disait c'est pour leur bien, ils vont apprendre l'école, ils vont apprendre à parler, ils vont apprendre à écrire, ils vont apprendre la propreté. Vous êtes des sauvages, vous vivez comme des sauvages, nous on veut vous élever, on veut vous éduquer comme des bons Canadiens. Et donc, pendant, je crois, presque une vingtaine d'années, des enfants ont été retirés, ouais c'est ça, de 1936 à 1952. Des enfants ont été retirés à leurs parents et à leur culture, à leur culture des communautés Innu, pour être assimilés, pour être intégrés à la communauté québécoise. Il va sans dire que ces pensionnats étaient évidemment des lieux de violence sexuelle, des lieux de violence physique, des lieux de violence verbale. C'est également des lieux où il y a eu des morts, plus de 4000 morts, plus de 4000 enfants Innu sont décédés, car c'était également des lieux qui, malgré cette volonté du gouvernement québécois et canadien d'intégrer ces enfants, avaient très peu de moyens. Et donc en fait, ça n'excuse en rien la violence des religieux ou même les sévices sexuels qu'on
qu'ont infligé ces religieux aux jeunes enfants Inuits, mais ils n'avaient aucun moyen, et donc on se rend compte très vite que dans ces établissements, il faisait froid, il n'y avait pas toujours du chauffage, il n'y avait pas toujours à manger, ils se retrouvaient très souvent à boire du bouillon très très clair, donc évidemment, il y a eu des maladies, il y a eu des séquelles, et il y a eu des morts. Et donc, Michel Jean nous raconte l'histoire de ces Canada. C'est une histoire fictionnelle mais basée sur des faits réels, avec deux temporalités. Une jeune avocate au temps présent qui essaye de retrouver des victimes de ces pensionnats pour pouvoir les dédommager. Le gouvernement canadien et québécois essaye de se racheter en offrant des dommages et intérêts aux victimes de ces pensionnats, sauf que très nombreux sont ceux qui sont soit décédés une fois qu'ils ont réintégré la vie active, ou alors qui vivent dans la rue, car en fait on les a retirés de leur communauté, et une fois qu'ils sont sortis des pensionnats, ils se sont retrouvés sans rien, sans ni personne, perdus dans les villes québécoises. Et l'autre temporalité, on va suivre justement des enfants dans un de ces pensionnats. J'ai plutôt beaucoup apprécié pour l'histoire et pour tout ce que j'ai appris. J'ai moins aimé, j'ai pas été sensible à l'écriture de Michel Jean, ni à sa façon de raconter l'histoire. Ça allait beaucoup trop vite, de façon beaucoup trop condensée à mon goût. Ça faisait que 200 pages, et je pense que 200 pages peut-être que sur les pensionnats et 200 pages sur le temps présent, donc 400 pages au total dans le roman, auraient été de bonne aloi, parce que là, ça faisait en gros 100 pages sur les pensionnats, 100 pages dans le temps présent, ça allait trop vite, on avait 3 pages, on changeait d'époque, et il y avait un ping-pong un peu rapide et effréné qui ne m'a pas convaincu et n'a pas réussi à m'émouvoir suffisamment pour être touché par cette lecture. Autre BD que j'ai lu cet été, Appelez-moi Nathan, encore une fois chez Payot Graphique. Je commence à croire que j'aime beaucoup la ligne éditoriale de cette maison d'édition de graphique, de Catherine Castro et Quentin Zuthion. Je vous ai parlé de Quentin Zuthion ou pas? Non, je pense que ce sera dans ma prochaine vidéo de la rentrée littéraire, mais en tout cas, si vous voulez avoir un petit avant-goût de la nouvelle BD de Quentin Zuthion, je vous invite à aller voir sur Instagram le réel que j'ai posté, dans lequel je parle de salon de beauté, que j'ai totalement adoré. Là, c'est une BD beaucoup plus ancienne, 2018 je crois, dans lequel Quentin Zuthion raconte la transition d'un jeune homme trans. Il est adolescent, il vit encore chez ses parents, il se rend compte qu'il est trans et qu'il souhaite transitionner. Et donc, on va suivre vraiment du moment où il le comprend, l'internalise, quand il en parle à ses amis, quand il en parle à ses parents, et le début du processus, c'est-à-dire aller voir un psychologue, commencer à parler des opérations de réassignation de genre, etc., etc. Alors moi j'ai beaucoup aimé. D'un côté, ça me gêne parce que quand j'ai lu les reviews sur Goodreads, j'ai vu beaucoup de personnes concernées disant qu'elles n'avaient pas forcément apprécié ce texte. Donc, ça me met mal à l'aise parce que moi, c'est vrai qu'à la lecture, je vais pas dire que j'y ai pris du plaisir. Il y a quand même quelques scènes de violence, de transphobie, effectivement. Mais étant donné que ça se lit assez rapidement, c'est une BD de 130 pages, donc je vais pas dire que je passe sur tous ces actes transphobes qui sont dans le bouquin, mais c'est quelque chose qui ne reste moins gravé dans la tête que quand on le lit dans un roman. Et donc, n'étant pas concerné, c'est vrai que ça m'a pas forcément heurté. Après, si vous êtes une personne concernée, une personne trans ou qui se pose des questions, je vous invite à aller lire les commentaires, les reviews avant de vous le procurer ou de le lire, ou alors essayer d'aller l'emprunter. Ce qui ressort majoritairement, c'est que les deux auteurs, donc Catherine Castro au texte et Quentin Zuthion au dessin, sont tous les deux, je crois, des personnes cis, donc qui ne sont pas trans, et donc les personnes concernées reprochent un peu à ces deux, à cet auteur et à ce dessinateur de s'accaparer la parole des personnes trans. Catherine Castro est journaliste et elle avait interviewé, je crois qu'elle a fait un sujet justement sur la transidentité. Ce sont une vraie famille qui en gros est à l'origine de ce texte, mais ça reste voilà, des personnes non concernées. Et donc ça ressort des critiques, le fait qu'il y a quand même beaucoup de transphobie et de violence dans le texte, parce que oui, on décrit le personnage d'un jeune adolescent trans qui est confronté à ses amis, qui est confronté au lycée, au rejet de sa famille, enfin pas forcément au rejet, mais aux interrogations de sa famille. Et la dernière critique qui revient en tête, voilà, c'est que c'est un peu presque une leçon, un cours de personnes cis vers d'autres personnes cis. Effectivement, moi aussi je suis cis, et que donc ça plaît principalement à tous ceux qui ne sont pas concernés, mais ça fait un peu trop didactique, quoi. Toujours est-il que moi, effectivement, ça m'a plu. Je vais pas dire j'ai pas beaucoup appris, mais ça m'a quand même touché. J'ai trouvé ça plutôt bien fait et juste dans les sentiments, donc bon. Et enfin, pour conclure, j'ai lu un bouquin que j'avais sous les yeux depuis très longtemps, que voilà, il me faisait de l'œil, tout le monde m'en avait parlé en me disant ça va te plaire, et voilà.
On me l'a offert, Mathilde me l'a offert pour mon anniversaire. C'est Bravoure de Witi Imaera aux éditions Au Vent des Îles. Witi Imaera est un auteur néo-zélandais. Un des plus grands auteurs, une des plus grandes voix néo-zélandaises. Je me demande s'il n'est pas maori. Je ne sais pas, c'est pas précisé s'il fait partie de la communauté maori, mais en tout cas, c'est un roman qui se passe en Nouvelle-Zélande et qui nous parle justement des Maoris, car on va suivre la vie de Michael dans les années 2000. Michael, il a une sœur jumelle et le jour du mariage de sa sœur jumelle, il décide de révéler son homosexualité car son petit copain de l'époque le presse, car ils vivent cachés depuis très longtemps parce que Michael n'a pas fait son coming out. Sauf que s'il ne veut pas le faire, c'est qu'il est issu de la communauté maori, qui est une des communautés autochtones les plus homophobes. C'est ce qu'on nous dit dans le bouquin, c'est pas moi qui le dis, mais qu'il y a beaucoup d'homophobie car il y a vraiment un culte de la virilité, de la masculinité, même dans l'histoire, dans l'imaginaire spirituel des Maoris. En gros, c'est dans le sperme des hommes que se retrouve le pouvoir et c'est ça qui leur permet de gouverner une communauté, de gouverner une famille, un clan. Enfin voilà, il y a vraiment tout un imaginaire autour de cette virilité, de cette masculinité qui fait que, en fait, les hommes homosexuels sont vus comme absolument pas virils ou masculins et doivent carrément être éjectés de la famille. Donc vous vous rendez compte que quand il fait ce coming out, il est déjà très anxieux et que ça ne se passe pas bien du tout. Son père et sa mère les rejettent. Et en fait, sa tante, la sœur de son père, va venir le voir et va lui dire que dans leur famille, il y a eu un homosexuel. C'était son oncle, donc le frère de son père, et que elle a gardé ses journaux, elle a gardé ses mémoires et qu'elle lui passe pour qu'il en apprenne plus sur cet oncle. Donc en fait, il va découvrir tout un pan de sa vie qu'il ne connaissait pas car il a totalement été radié de l'histoire familiale, totalement radié du clan car lui-même, son propre neveu, ne savait pas qu'il existait. Et donc on va être sur deux temporalités avec Michael qui lit les carnets et qui essaye lui-même d'accepter son homosexualité et de l'assumer au grand jour dans cette Nouvelle-Zélande qui, du côté d'Auckland, la capitale, où est-ce que lui il vit, est plutôt bien accepté, contrairement à dans les endroits où sa famille et les communautés maoris vivent. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de son oncle, car à travers les journaux, on va nous raconter l'histoire. Son oncle qui s'appelle Sam, et qui a fait la guerre du Vietnam, qui a rencontré un homme à la guerre du Vietnam et qui ont vécu une histoire d'amour. Donc en fait, on a l'histoire d'amour dans les années... la guerre du Vietnam, c'est quoi? Années 70, je pense. Et une histoire contemporaine avec un jeune homosexuel. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait, même les scènes au Vietnam. Moi, je suis pas vraiment roman de guerre, ça me plaît pas spécialement. J'étais totalement pris dedans. Même si au début on n'est pas dans de la pure histoire d'amour homosexuelle, ça prend son temps avant de se développer. C'est un roman qui fait 450 pages et ça m'a paru nécessaire toutes ces pages pour vraiment décrire les personnages, décrire leurs émotions, que ce soit dans le temps présent, dans le temps passé. J'ai chialé évidemment plusieurs fois. En fait, j'ai pleuré, pas parce que c'est triste, c'est pas forcément des histoires d'amour totalement dévastatrices, même si c'est pas les plus heureuses des histoires d'amour, mais il y a vraiment des moments de pure beauté, des moments de simplicité, d'amour entre deux hommes que je trouve magnifiques. Des scènes d'enterrement que j'ai trouvées belles, des scènes de ferveur, des mouvements de foule un peu politiques, etc. que j'ai trouvé très belles également. Il y a beaucoup de beauté à plusieurs endroits dans le livre qui m'ont tordu le cœur, qui m'ont fait tirer les larmes et qui m'a fait passer un excellent moment. Vraiment, je pense qu'il va rentrer dans mes livres préférés. Vous voyez, hein, il y a quand même un thème dans mes meilleures lectures. L'année dernière, on était sur une histoire de sida en Suède. Là, on est sur une histoire d'amour en Nouvelle-Zélande. En fait, je crois qu'il faut réunir deux hommes homosexuels, un pays étranger et quelques morts dans le bouquin pour que ça devienne mes lectures préférées. C'est ce que j'appelle une QDS, une Queer Devastating Story, une histoire d'amour queer dévastatrice. Et c'est vrai que ça fonctionne très régulièrement avec moi. Ça a encore été le cas avec celui-ci. Je pourrais vous dire plein de choses, mais vraiment, allez-y parce que c'est de la littérature qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est de la littérature néo-zélandaise, publiée dans une maison d'édition de la Polynésie française, donc une petite maison d'édition indépendante. Oui, ça a son prix, du coup, effectivement, ça coûte 23 €, mais le bouquin est d'une qualité folle. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, le papier est hyper agréable. Donc bref, autant le contenu que le contenant sont géniaux, donc achetez-le, lisez-le, faites-le acheter à vos médiathèques, suggérez-le. Witi Imaera est quand même assez connu car son précédent roman, La baleine tatouée, est un best-seller qui s'est beaucoup vendu, qui s'est beaucoup lu. Donc il faut aussi que les gens découvrent Bravoure.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, mais j'ai lu quand même beaucoup cet été. Et avec les vlogs, bah, c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire les points lecture. J'espère que c'est pas trop brouillon, que je vais pas trop vite, car je sens là, à toute la salive que j'ai dans la bouche et la pâteuse, que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'hab à la liker, la faire voyager, la commenter, la partager. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.